Alors, nous commençons aujourd'hui un nouveau chapitre, le chapitre 4, qui porte sur la théorie d'échantillonnage. Et on va parler dans cette capsule vidéo de la distribution d'une moyenne échantillonnale, donc de la distribution de X-bar. Juste avant, une petite parenthèse sur l'échantillonnage. Et on va parler d'échantillonnage aléatoire et non aléatoire. Un des grands défis en statistique, c'est d'arriver à prélever un échantillon de qualité. C'est quoi un échantillon de qualité? C'est un échantillon dans lequel on retrouve toute la diversité de la population dans l'échantillon. Euh, pour arriver à avoir le plus de diversité possible, puis à pas avoir, disons, des sous-groupes qui sont surreprésentés par rapport à d'autres, ben, une des meilleures façons de procéder, c'est d'y aller par le hasard. Et c'est pour ça qu'on parle d'échantillonnage aléatoire et non aléatoire. Alors, c'est quoi un échantillonnage aléatoire? Ben, on dit que dans une méthode aléatoire ou encore une méthode probabiliste, toutes les unités statistiques ont des probabilités mesurables et non nulles d'être choisies. Alors que quand on parle d'une méthode non aléatoire ou non probabiliste, des unités statistiques ont des probabilités nulles d'être choisies. Et on devrait toujours utiliser des méthodes aléatoires parce que toutes les techniques d'inférence qu'on verra dans ce chapitre et dans les prochains reposent sur cette hypothèse. Et un des problèmes en ce moment des maisons de sondage, souvent, c'est justement la qualité de l'échantillon. De plus en plus, on utilise des échantillons Internet qui ne sont pas des échantillons aléatoires. Et ça fait en sorte que de plus en plus aussi, on trouve des sondages qui parfois sont faussés. Alors, une des clés de la qualité d'un bon sondage, c'est d'avoir justement un bon échantillon. Des exemples, un exemple donc d'échantillonnage, on dit dans un collège d'environ 1000 étudiants, on souhaite prélever un échantillon de 50 élèves et leur faire passer un questionnaire. Alors, si on utilise la liste de tous les étudiants et qu'on en pige 50 au hasard, ben c'est une méthode aléatoire. Par contre, si je vais à la cafétéria et que je fais passer le questionnaire aux 50 premiers élèves qui entrent dans la cafétéria, ben c'est pas une méthode aléatoire. Parce que si, par exemple, vous êtes un élève du collège et que vous n'allez jamais à la cafétéria, ben j'ai aucune chance de vous choisir. Alors que dans la première méthode, si vous êtes un élève du collège, ben forcément, vous êtes dans la liste de tous les étudiants. Et là, ben, j'ai une chance sur 1000 de vous piger dans l'échantillon si je pige des noms au hasard. Avant de parler de la distribution de X-bar ou de P-bar, je veux vous présenter deux propriétés de la loi normale. Première propriété qu'on va appeler la propriété P1. On dit qu'une somme de variables aléatoires de loi normale, c'est distribué selon une loi normale. Donc, si j'additionne des données de loi normale, ben, je vais avoir un résultat qui est aussi une loi normale. Et la deuxième propriété qu'on va appeler P2, on dit que si x est une variable aléatoire de loi normale et qu'on multiplie x par une constante non nulle k, alors k fois x va être aussi une loi normale. Alors, on va parler maintenant de la distribution d'une moyenne x-bar. Juste avant de commencer, un petit rappel du chapitre 2 sur les statistiques descriptives. Quand on a présenté la moyenne, on a vu qu'il y avait deux façons de la noter. Il y avait x-bar, c'était la moyenne d'un échantillon, et mu, c'était la moyenne d'une population. Alors ça va être important dans ce qui s'en vient parce qu'il va falloir distinguer les deux. La moyenne d'un échantillon n'est pas nécessairement égale à la moyenne de la population, même qu'en général, c'est pas le cas. Alors, quand on parle donc de la moyenne d'un échantillon, qui est prélevée de façon aléatoire, ben, il faut comprendre que cette moyenne-là, à ce moment-là, c'est une variable aléatoire. Quand on a défini les variables aléatoires, on a dit que c'était une variable quantitative dont les résultats dépendaient d'une expérience qui était menée au hasard, en utilisant le hasard. Alors, c'est exactement ça qu'on fait ici quand on prélève un échantillon aléatoire, puis qu'on calcule une moyenne x-bar. Alors, donc, c'est une variable dont le résultat dépend du hasard. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de déterminer quelle est la loi de probabilité que suit cette variable aléatoire-là qui s'appelle x-bar. Alors, le premier cas qu'on va étudier pour trouver la moyenne de x-bar, donc la moyenne d'un échantillon, c'est qu'on va considérer que toutes les données, donc x1, x2 jusqu'à xn, sont des variables aléatoires indépendantes de loi normale avec espérance mu et variance sigma carré.
Dans un cas comme ça, donc, on dit que si x1, x2 jusqu'à xn sont des variables aléatoires de loi normale, de moyenne mu et de variance sigma carré, alors grâce à la propriété P1, on peut déduire que la somme de ces variables-là est aussi de loi normale. Maintenant, si x1 et x2 jusqu'à xn sont des variables aléatoires de loi normale toujours, de moyenne mu et de variance sigma carré, alors grâce à la propriété P2 et grâce au résultat dont on vient de parler, on peut déduire que x bar, qui est égal à x1 plus x2 plus 3 petits points xn sur n, ben, ça va être égal à 1 sur n fois x1 plus x2 plus 3 petits points plus xn. Donc, c'est une constante multipliée par une loi normale. Et ça, on a vu grâce à P2 que c'est de loi normale. Alors, conclusion, ben, je sais que x bar est une variable de loi normale. Maintenant, c'est bien beau de savoir que la x-bar, ça suit une loi normale, mais il faudrait bien aussi avoir l'espérance et la variance pour être capable de servir de ce résultat-là éventuellement. Alors, commençons par l'espérance. L'espérance de x-bar, ben, c'est l'espérance de 1 sur n fois x1 plus x2 plus 3 petits points jusqu'à xn. On a vu que quand on a une constante dans l'espérance, on a le droit de la sortir. On avait vu que l'espérance de AX était égale à A fois l'espérance de X. On a vu ça dans le début du chapitre 3. Alors, je vais sortir le 1 sur n de mon espérance. Donc, ça va faire 1 sur n fois l'espérance de la somme des variables. Et on a vu également que quand on avait l'espérance d'une somme, ben, c'était égal à la somme des espérances. C'est une des propriétés qu'on a vues également dans le début du chapitre 2. Alors, ça va me donner 1 sur n fois la somme de toutes les espérances. Et chaque espérance, l'espérance de x1, l'espérance de x2 jusqu'à l'espérance de xn, ben, est égale à mu. Alors, ça va faire 1 sur n fois n mu. Et 1 sur n fois n mu, ben, c'est égal à mu. Alors, je sais que x bar suit une loi normale, puis je sais aussi que son espérance, c'est également mu. On va trouver maintenant la variance. Alors, la variance de x bar, ben, ça va être encore une fois la variance de 1 sur n fois x1 plus x2 plus 3 petits points xn. Et on a vu que quand on avait la variance d'une constante fois quelque chose, ben, si on sort la constante, elle est au carré. Donc, c'est cette propriété-là ici qui dit que la variance de AX, ben, c'est A carré fois la variance de X. Alors, ça veut dire que si je sors le 1 sur n de la variance, ben, ça devient 1 sur n carré fois la variance de la somme. On a vu également que la variance d'une somme, ben, c'était égal à la somme des variances à une condition. Il fallait que les variables soient indépendantes. Ben, on le dit dans les prémices de base, on dit que x1, x2 jusqu'à xn sont des variables aléatoires indépendantes. Alors, j'ai le droit de dire donc que la variance d'une somme, c'est la somme des variances. Et chacune des variances vaut sigma carré. Alors, ça veut dire que je me retrouve avec 1 sur n carré fois sigma carré plus 3 petits points plus sigma carré. Et je me retrouve à avoir la somme de n sigma carré. Donc, ça me donne 1 sur n carré fois n sigma carré. Il y a un n qui s'annule. Alors, il va me rester sigma carré sur n. Alors, conclusion. Ben, je sais maintenant que si l'échantillon est prélevé avec remise, ben, x bar suit une loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré sur n. Si jamais l'échantillon était prélevé sans remise, ben là, je perds un peu l'hypothèse d'indépendance avec ma variance. Alors, la variance va être modifiée et la variance devient mu fois sigma carré sur n par grand N. Grand N, c'est la taille de la population. Donc, grand N moins petit n sur grand N moins 1. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce facteur-là que je viens d'ajouter. Mais quand on l'a vu avec la loi hypergéométrique et on l'a appelé le facteur de correction pour les petites populations. Alors, il est de retour quand vous avez un échantillon qui est pris sans remise. Et ce facteur-là va être négligeable si le rapport de petit n sur grand N est inférieur à 0.05. Donc, vous pourrez à ce moment-là l'ignorer si jamais ça vous arrive. Alors, voilà donc les grandes conclusions importantes et c'est ça qu'on va utiliser dans les prochains exemples pour arriver à trouver justement c'est quoi la probabilité qu'on ait dans un échantillon une moyenne comprise dans un certain intervalle.
Alors, allons-y avec un exemple où on vous demande le salaire annuel des employés d'une usine est distribué normalement avec une moyenne de 45 000 et un écart type de 3 500 $. La question, on pige un employé au hasard. Quelle est la probabilité que son salaire soit supérieur à 44 000 $? Alors, première chose dans cette question-là, il faut comprendre que le 45 000 $, c'est la moyenne de tous les employés, donc la moyenne de la population. Même chose pour l'écart type de 3 500 $. Et là, on ne pige pas plusieurs employés, on en pige un seul. Donc, on ne parlera pas de moyenne ici, on va parler juste d'une variable, d'un revenu qui doit être supérieur à 44 000 $. Alors, on va définir notre variable. On dit X, c'est le salaire annuel d'un employé de l'usine. X est distribué selon une loi normale de moyenne 45 000 et de variance 3 500 au carré. C'est ce qu'on nous a dit dans le problème. Et on cherche la probabilité que X soit supérieur à 44 000 $. Alors, on va calculer notre code Z. Ça nous donne la probabilité qu'une code Z soit supérieure à moins 0,29. Ce qui veut dire que, en fouillant dans la table, on trouve que c'est 0,5 plus 0,1141 qui donne 0,6141. Là où il y a du nouveau, c'est dans la question B. Question B, on vous demande quelle est la probabilité que dans un échantillon de 45 employés prélevés avec remise, le salaire moyen soit supérieur à 44 000 $. Alors, vous voyez, là, on parle premièrement d'un échantillon de 45 employés, donc on n'en a pas juste un. Et ensuite, on parle de salaire moyen. Donc, on ne parle pas juste d'un salaire, on parle d'un salaire moyen. Alors, ça veut dire que notre variable aléatoire, ben, ce sera le salaire annuel d'un employé de l'usine. Chaque XI représente ça. La loi de probabilité, ben, on sait que les XI sont distribués selon une loi normale, c'est ce qu'on nous a dit dans la question A. Dans la question B, on nous informe que l'échantillon est prélevé avec remise. Alors, ce qu'on a vu donc précédemment, ça nous indique que X bar est distribué selon une loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré sur n. Donc, X bar est distribué selon une loi normale de moyenne 45 000 et de variance 3500 au carré sur 45. Donc, ce que vous pouvez constater, c'est que la moyenne de X bar est la même moyenne que X, mais la variance, elle, est beaucoup plus petite parce qu'elle est divisée par 45 et c'est normal. La moyenne d'un échantillon, il y a moins de variation dans la moyenne d'un échantillon que dans la variable elle-même. Alors, allons-y maintenant. Donc, le calcul de la probabilité. Ben, on cherche la probabilité que X bar soit supérieur à 44 000. Donc, on calcule notre code Z et ça nous donne donc la probabilité que la code Z soit supérieure à moins 1,92. Et ça, ben, en fouillant dans la table de loi normale toujours, ça nous donne une probabilité de 0,9726. Donc, il y a 97,26% des chances que si on prélève un échantillon de 45 employés, ben, on a une moyenne supérieure à 44 000 $. Allons-y d'un autre exemple, où on vous dit que le prix de vente d'un iPod offert par 58 commerces de la ville de Laval est une variable obéissant à une loi normale de moyenne 119,65 $ avec un écart type de 8,16 $. Alors, si on prélève sans remise un échantillon aléatoire de 10 commerces de la région de Laval offrant cet appareil, quelle est la probabilité que le prix de vente moyen soit supérieur à 120 $? Alors, première chose, on va définir la variable aléatoire. Alors, on dit que XI, ça représente le prix de vente d'un iPod dans un commerce de Laval. Et ce qu'on sait, c'est que dans la question, on vous dit clairement que les XI suivent une loi normale. Ensuite, on nous dit clairement que l'échantillon est pris sans remise. Et si je calcule petit n sur grand N, donc 10 sur 58, ça me donne un résultat supérieur à 5%, ce qui veut dire que le facteur n'est pas négligeable. Donc, X bar va suivre une loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré sur n par grand N moins petit n sur grand N moins 1. Et ça veut dire que X bar est distribué selon une loi normale de moyenne 119,65 $ avec un écart type de 5,6072 $ carré. On demande dans la question la probabilité que X bar, donc que le prix de vente moyen, soit supérieur à 120 $, donc que X bar soit supérieur à 120.
Et là, ben, ça devient un problème de loi normale. On calcule notre code Z. Ça nous donne la probabilité que Z soit supérieur à 0,15. Et en fouillant dans la table de loi normale, on trouve 0,4404. Donc, il y a 44,04% des chances que dans notre échantillon, on ait un prix de vente moyen du iPod supérieur à 120 $. On va continuer maintenant avec notre distribution de X-bar, mais on va enlever un élément qu'on avait précédemment. On va oublier le fait que les variables aléatoires sont distribuées de loi normale. On va travailler avec des variables aléatoires dont on ignore la loi qui est suivie ou que c'est une loi autre que la loi normale qui est suivie. Donc, on cherche la distribution d'une moyenne X-bar quand X1, X2 jusqu'à Xn sont des variables aléatoires indépendantes et c'est la seule hypothèse qu'on a. Ben, je vous rappelle que précédemment, on a vu le théorème limite centrale. Et le théorème limite centrale nous dit que si X est une variable aléatoire obtenue comme somme d'un grand nombre de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, ben X est distribué approximativement selon une loi normale. Et il suffit juste qu'il y en ait assez, que ces variables-là soient assez nombreuses. Et assez nombreuses, ça veut dire supérieur ou égal à 30. Alors, conclusion, ben si x1, x2 jusqu'à xn sont des variables aléatoires indépendantes, de loi normale ou pas, et si n est supérieur ou égal à 30, alors x bar va suivre approximativement la loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré sur n, si l'échantillon est pris avec remise. Et si jamais l'échantillon est pris sans remise, ben la variance sera sigma carré sur n par grand N moins petit n sur grand N moins 1. Alors, à partir du moment où n est supérieur à 30, ben, on n'a pas besoin de savoir si c'est une loi normale ou pas à cause du théorème limite centrale. Petite remarque avant qu'on passe aux exemples, n'oubliez pas que le facteur de correction pour les petites populations reste négligeable si petit n sur grand N est inférieur à 0,05. Juste avant aussi qu'on passe aux exemples, la plupart du temps dans les questions, on va vous indiquer si l'échantillonnage est pris avec ou sans remise. Mais qu'est-ce qu'on fait s'ils ne le disent pas? Ben, on va avoir des critères donc qui vont nous permettre de déterminer quoi faire si c'est le cas. Alors, premier critère, ben, si on ne connaît pas la taille de la population, alors on considère que c'est fait comme si c'était avec remise. La plupart du temps, quand on ne nous donne pas la taille de la population, c'est qu'elle est tellement grande que même si on l'avait, le facteur de correction serait négligeable. Alors, c'est pas une grosse, grosse option qu'on prend là en disant que c'est avec remise. Ensuite, si petit n sur grand N est inférieur à 0,05, ben, le facteur de correction serait négligeable de toute façon. Alors, on considère que c'est avec remise. Mais si petit n sur grand N est supérieur à 0,05, ben, on va considérer que la situation est sans remise à ce moment-là. Alors, allons-y d'un exemple. On nous dit que l'ensemble des membres de l'armée a une taille moyenne de 71 pouces avec un écart type de 3 pouces. Déterminer la probabilité que la taille moyenne d'un échantillon aléatoire de 100 soldats soit comprise entre 71 et 71,5 pouces. Alors, dans ce cas-ci, remarquez, on ne nous dit pas du tout que la taille suit une loi normale. C'est probablement le cas, mais on ne le mentionne pas. Alors, on ne peut pas le prendre pour acquis. Alors, la variable aléatoire ici, ben, xi, ça va correspondre à la taille d'un membre de l'armée. Et comme n est supérieur ou égal à 30, les xi sont de loi inconnue. La taille de la population est inconnue. Alors, on va considérer que c'est avec remise. Ben, à cause de tout ça, je peux conclure que x bar suit approximativement une loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré sur n. Donc, x bar suit approximativement une loi normale de moyenne 71 et de variance 9 sur 100. Alors, dans la question, on vous demandait de calculer la probabilité que la taille moyenne soit comprise entre 71 et 71,5. Alors, ça revient à calculer la probabilité que Z soit compris entre 0 et 1,67. Et en fouillant dans la table de loi normale, ben, on trouve comme réponse 0,4525. Donc, il y a 45,25% des chances que dans un échantillon de taille 100,
on trouve une taille moyenne comprise entre 71 et 71,5 pouces. Alors, allons-y d'un autre exemple là-dessus. On vous dit que le président d'une compagnie fait une étude sur le revenu annuel de ses 200 employés. Il sait que le revenu annuel moyen est de 44 000 avec un écart type de 4 200. Alors, s'il prélève un échantillon aléatoire sans remise de 50 employés, quelle est la probabilité que le revenu moyen de cet échantillon soit entre 43 500 et 44 500 $? Je vous suggère de l'essayer, de faire pause et de nous revenir quand vous aurez trouvé la solution. Alors, voici la solution. On va définir la variable aléatoire d'abord. Donc, XI, c'est le revenu annuel d'un employé d'une compagnie. La loi de probabilité des XI est inconnue, mais comme n est égal à 50, donc c'est supérieur ou égal à 30, et on nous mentionne bien dans la question que c'est pris sans remise. Alors, vérifions le facteur de correction. Petit n sur grand n, le rapport entre petit n et grand n, en fait. Donc, petit n sur grand n, ben, ça donne 50 sur 200, alors ça fait 0,25. Alors, le facteur n'est pas négligeable. Donc, x bar est approximativement distribué selon une loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré sur n par le facteur de correction pour les petites populations. Alors, ça veut dire que x bar est distribué approximativement selon une loi normale de moyenne 44 000 et de variance 265 929,6482. Je vous suggère de garder beaucoup de chiffres après la virgule. J'en ai laissé 4, mais idéalement, si vous pouviez laisser tous les chiffres de votre calculatrice, ce serait encore mieux. Et pour calculer la probabilité, ben, on cherche la probabilité que x bar soit compris entre 43 500 et 44 500. Donc, en calculant les codes Z, on obtient que c'est supérieur à moins 0,97 et inférieur à 0,97, ce qui nous donne, en fouillant dans la table, une probabilité de 0,6680. Alors, ça termine la section sur la distribution de x bar. Vous êtes maintenant en mesure de compléter les exercices de la section 4.3.